J'ai que le bonheur de vous voir et de recevoir l'accueil chaleureux que vous m'accordez et qui m'aide, comme j'imagine que beaucoup d'entre vous dans leur vie, comme syndicalistes, comme militants, a été aidé chaque fois que les autres donnent une tape amicale ou te disent prends soin de toi et ces choses qu'on se dit entre nous pour se manifester de l'affection sans être intrusif. Et donc c'est vraiment des moments où on recharge la batterie. Je pense d'ailleurs que vous êtes tous venus aussi pour ça, pour recharger la vôtre. Hein. Quel bonheur de se voir si nombreux, si déterminés, et surtout parlant tous la même langue. Nous avons entraîné avec nous la jeune génération. Et la plus fantastique des nouvelles qui nous est donnée lorsque nous allons d'un endroit à l'autre et que nous rencontrons les camarades, c'est de voir comment, dans les milieux les plus instruits, parmi les jeunes qui font les études les plus élevées, nos idées ont gagné du terrain, au point que c'est ici le 20%, le 25%, le 30% d'une génération entière dans des écoles où on n'apprend que le vice, c'est-à-dire la finance et le commerce. Nous allons évidemment vivre des moments un peu compliqués, nous en vivons en ce moment un peu compliqué. Nous le dépasserons si nous savons marcher bien droit, bien ferme, bien clair dans ce que nous avons à faire. Et d'abord nous préoccuper de notre tâche, n'en déplaise au roi-clé local et aux faces de pierre qui l'accompagnent. L'élection municipale n'est pas une élection locale. Bien sûr qu'elle a lieu localement et à propos de problèmes qui ont un visage local. Mais c'est un visage local de problèmes nationaux et globaux posés à toute la société. Cette ville, comme toutes les autres, souffre d'une pauvreté qui ne tombe pas du ciel, mais qui vient des rapports sociaux et du partage des richesses. Cette ville, comme les autres, rencontre des problèmes pour l'éducation des enfants, pour l'accueil de la très jeune enfance, pour les transports, c'est-à-dire des problèmes nationaux. Et à qui fera-t-on croire qu'on convoque 42 millions de Français pour voter le même jour et élire 500 000 personnes, et ça ne serait pas une élection nationale? Bien sûr que si, que c'en est une. C'est une élection nationale et une élection politique. Et nous apportons des réponses politiques. La première des réponses que nous apportons, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, devant notre miroir, de toutes les offenses qu'ils commettent contre nous, les puissants du jour. La pire est de nous prendre pour des imbéciles. C'est ce qui est le plus offensant. Qu'ils aient leurs idées, soit, mais pourquoi essayer de les faire passer pour des évidences? Pourquoi essayer de nous faire croire que c'est de la gauche, alors que c'est une politique économique de droite, alors que ce sont des comportements individuels, de puissants, de dominateurs, irrespectueux des autres, méprisant de la démocratie, bouffis de certitudes technocratiques, qui ne confrontent jamais aux aspirations et aux demandes simples des gens qui peut-être ne parlent pas aussi vite qu'eux, peut-être n'ont pas les moyens d'aligner les mêmes nombres de chiffres, qui rarement veulent dire ce qu'ils prétendent dire, mais qui ont une intelligence du concret et du quotidien, qu'on rencontre partout, grâce à laquelle la France se relèvera plus vite que ne le croient certains. Partout où je passe, quand je fais des réunions avec des professionnels, cheminots, gaziers, électriciens, personnel de santé, partout quand on interroge ceux qui sont là au travail et qu'on leur dit comment va-t-on faire ceci ou cela, discours nouveau en politique, quand un homme politique rencontre ses concitoyens et au lieu de dire seulement ce qu'on va faire, il leur demande comment ils comptent le faire. Par exemple, nous avons décidé de mettre tous les camions sur des trains. Qui va le faire sinon les cheminots? Combien de temps il nous faut pour faire ça? Combien de temps il nous faut pour redresser la situation dans les hôpitaux qui est en train de se dégrader? Combien de temps pour remettre nos ports en marche? Combien de temps pour réoccuper le littoral et mettre en mouvement l'économie de la mer qui fera bénéficier le pays entier de cette relance de l'activité intelligente et écologique au lieu d'être du grand n'importe quoi de la politique de l'offre que propose François Hollande, qui est la négation du point numéro 1 que chaque citoyen doit avoir à l'esprit aujourd'hui, son appartenance au genre humain et sa responsabilité devant l'écosystème global. Voilà la première attitude civique
qu'on devrait avoir quand on commence une élection inclut peut-être d'abord une élection municipale. Bref, la première offense, c'est qu'ils nous prennent pour des imbéciles. La deuxième tâche que nous avons à accomplir, c'est que parce que c'est une élection politique, nous ne préjugeons pas du résultat. Nous respectons la volonté du souverain, le peuple. Mais nous savons quelle est notre contribution à ce moment. Notre contribution, c'est que ce soit un moment d'éducation populaire, d'élévation du niveau de conscience des problèmes, d'une meilleure compréhension des tâches qu'il y a à accomplir et qu'il faudra accomplir de toute façon. Parce que comme le pays est parti, comme l'Europe est partie, vous le savez, je vois à vos visages que, comme moi, vous ne sortez pas de l'œuf. Au moins à la majorité de cette salle, à cette heure-ci. Donc on a lu, on a étudié, on sait où on en est. On sait qu'on roule à une nouvelle catastrophe civilisationnelle. Et on y roule pour des raisons qui sont exclusivement liées à la cupidité des uns par rapport à tous les autres. Parce que jamais le pays a été aussi riche, et jamais la répartition des richesses n'a été aussi déséquilibrée. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement cette cupidité, cette lutte d'intérêt qui a toujours existé dans les sociétés humaines, mais que ceux qui sont censés représenter toute la société, ceux qui sont censés essayer de combiner le rapport entre les intérêts, ceux-là sont totalement aveuglés, totalement pénétrés d'une manière illuminée par une doctrine dont ils sont persuadés qu'elle va tout arranger, tout régler. C'est en les voyant de près qu'on découvre qu'ils sont aliénés. Je vois le Premier ministre grec venir devant le Parlement, c'est la Grèce qui préside l'Europe, et se tourner vers nous et dire « Nous remercions l'Europe de nous avoir aidés ». C'est consternant. 11 plans d'austérité. Et ensuite, il nous déclare, l'air très brave, qu'il est très heureux parce que le budget grec dégage un excédent brut. Blablabla. Qu'est-ce que cet excédent brut? Ça signifie qu'ils ont tellement serré la gorge aux gens que le budget de l'État dégage 1 milliard d'excédent avant d'avoir payé la dette. Comme il dit, avant d'avoir payé la dette. Oui, mais c'est pour payer la dette. C'est donc quelque chose qui est arraché à la vie pour le donner à une chose qui n'existe pas et qui est la mort elle-même. Des chiffres, une dette, du papier, des choses qui n'existent nulle part d'une façon réelle. Eh bien, c'est une oratrice verte qui a pris la parole ce jour-là de la manière la plus convaincante. Elle le regardait, elle lui dit « Mais monsieur le Premier ministre, l'Europe a ramené votre pays à l'âge de la pierre et vous nous remerciez ?» Et il l'a regardé les yeux dans le vide. Je ne sais pas s'il a compris ce qu'on lui disait. Il est certain que les autres androïdes de la Commission européenne, qui étaient aussi impavides, ne comprenaient certainement même pas de quoi on parlait, n'ayant jamais entendu parler de l'âge de la pierre, moi que je demande comment on pouvait les vendre. Voilà ce que sont ces élites. Et c'est elles qui, par leur aveuglement, leur incapacité à penser à un autre futur, aggravent la crise, puisqu'au lieu de prendre les mesures qui s'imposeraient, au moins de leur point de vue à eux, pour corriger le système, même pas, ils sont persuadés qu'il n'y a pas de limite, et ils ont raison, à l'exploitation, puisqu'ils ne voient pas la résistance à l'exploitation. Notre campagne municipale, elle sert à élever le niveau de conscience des gens qui nous entourent, parce que le moment venu, nous allons faire face à une crise qui ne sera pas seulement économique, elle l'est déjà, pas seulement financière, elle l'est déjà, pas seulement sociale, elle l'est déjà, pas seulement politique, elle commence à l'être, mais elle sera une crise qui concernera l'existence même de la civilisation humaine. Parce que le changement climatique se fiche complètement de François Hollande, il n'est pas le seul d'ailleurs, et des gens qui sont aussi éloignés de la réalité de ce qui est en train de se passer pour l'humanité tout entière, et dont vous avez eu quelques avant-goûts avec les tempêtes qu'il y a eu récemment sur les côtes françaises, qui ont mis à nu, non pas ce qu'était une tempête, tout le monde le savait, mais les conséquences nouvelles des tempêtes dans les conditions actuelles d'exploitation des hydromètres. Bien, cette élévation, il y a 1000 exemples. Je ne vais en prendre qu'un en vous demandant d'y insister parce qu'il est dans votre programme. C'est la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Pourquoi cette mesure? Je pense qu'elle ne concerne pas, peut-être, grand monde dans la salle. Mais il faut penser à ceux qui sont concernés par cette affaire. Comme l'a dit un camarade, on peut commettre bien des erreurs en politique dans la vie, et des fois des très lourdes, très graves. Mais il y a une situation dans laquelle on est certain de ne pas commettre d'erreur. C'est quand on prend le parti des pauvres.
quand on regarde la vie du point de vue de ceux qui sont pauvres, on est sûr de ne pas se tromper sur les réponses qu'il faut apporter, que toute la société doit prendre en charge. Le manque d'eau dans les pays développés, où tout le monde a un robinet à la maison, est un pur scandale qui manifeste l'inégalité de la répartition des richesses. Mais ça va plus loin que ça. Ça montre du doigt l'intime cruauté et perversité d'un système qui décide que les premiers mètres cubes d'eau ne sont pas gratuits. Parce qu'il faut renverser la démonstration. Les premiers mètres cubes ne seraient pas gratuits. Ah, mais monsieur Mélenchon, vous ne pensez pas, gratuit, ça n'existe pas. En effet, ça n'existe pas. Tout a un prix. Tout se paye. Mais le système capitaliste fonctionne exclusivement sur la gratuité. Parce que quand un travailleur produit 100, on ne lui donne pas 100, on lui donne 10. Et les 90 suivants, c'est du travail approprié gratuitement par le propriétaire privé. Par conséquent, quand on propose de transférer de la gratuité à un bout, c'est évidemment qu'on l'enlève à l'autre. Devinez à qui? Eh bien, nous sommes capables et nous devons expliquer cette économie politique aux gens qui nous entourent, et qui va leur apprendre à discerner la part de l'impôt privé qui pèse sur toute chose, qui s'appelle le dividende des actionnaires, qui est un impôt privé, qui est du travail gratuit, gratuitement donné et approprié de manière privée. Donc, l'eau a un prix, mais pas le prix qui est affiché, car dans ce prix, il y a l'impôt privé. Et il faut en soulager la consommation. Et de la même manière, ceux qui usent d'une façon qui n'est pas indispensable de l'eau, nous n'allons pas les montrer du doigt. Moi, je n'ai rien contre les piscines, je n'en ai pas. Mais si j'en avais une, pourquoi pas? Mais dès que le temps s'y prête, on ne peut pas en mettre partout, pourquoi pas? Mais j'admettrais volontiers l'idée que l'eau que j'utilise me coûte plus cher qu'à celui ou à celle dont c'est le premier mètre cube pour se laver et boire. Par conséquent, je crois que la plupart de nos compatriotes sont prêts à faire ce geste qui consiste à prendre leur part d'un coût qui pour eux est un coût de mésusage. Là où ailleurs, c'est un coût d'usage. Il est donc tout à fait possible d'obtenir cette gratuité sans qu'il en coûte à la collectivité. Mais il faut y réfléchir profondément et demander aux gens, bon, vous m'avez convaincu, ça ne sera pas gratuit. Je suis d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne peuvent pas payer? On coupe. Qui peut vivre sans eau? Personne. Pourtant, chaque année, on coupe 120 000 fois l'eau à quelqu'un. 120 000 personnes, un jour, n'ont plus d'eau à la maison. Que croyez-vous qu'il se passe à ce moment-là? Est-ce que ces gens n'ont plus besoin de se laver? Est-ce que ces gens n'ont plus besoin de boire? Aujourd'hui, la question du transport est la traduction concrète de la volonté de vivre ensemble. Sinon, les uns restent quelque part. Et les plus anciens, vous savez comme moi, la chose qu'on découvre dans certains endroits, je ne sais pas comment c'est chez vous. Et on découvre des endroits où des jeunes qui ont 18 ou 20 ans sont jamais sortis du quartier. Ça paraît incroyable. Et bien en banlieue parisienne, je peux vous en parler. On dit à Paris est à côté, peut-être bien, mais Paris est aussi loin que la Lune. Pour des jeunes gens qui sont parfaitement capables de sauter par-dessus une barrière de métro, hein, je les connais, c'est pas la peine qu'ils me racontent une histoire, mais c'est trop cher. J'ai compris, c'est trop cher, parce qu'on respectait tellement les lois, mais c'est trop cher. Je blague, mais à peine. On prend l'habitude de s'enfermer. On prend l'habitude de ne pas bouger. On prend l'habitude d'être dans son coin. Il y a 3 générations, les hommes sortaient du village pour aller à l'armée, une fois dans leur vie, puis après revenaient. Les filles, elles y restaient, elles ne sortaient pas de là. Et on nous voilà presque revenus au même point dans certains endroits. Et surtout, ça veut dire chacun chez soi. J'ai vu comment ils ont fait à Nice. Ils ont mis le tram, ils sont arrangés pour qu'il n'aille pas dans les quartiers populaires. Et ils s'en cachent même pas. Ils disent comme ça, ils ne viendront pas. Il y a une manière de ne pas mettre de transport public et de le faire payer qui revient à dire vous, restez chez vous. Voilà une des choses qu'il y a dans notre programme, qui peut avoir l'air d'être comme ça, un petit coup de main qu'on donne. Mais non, mais qui est une question profonde et sérieuse. Est-ce qu'on vit tous ensemble ou est-ce qu'on vit chacun chez soi?